La formation politique Mapar a déposé auprès de la Haute Cour constitutionnelle une requête pour la déchéance des députés présumés et dissidents. Ces députés sont concernés par la procédure. Un peintre a été électrocuté accidentellement ce jour. La coupure de l'électricité a affecté tout le réseau de la capitale pendant 2 heures. Et enfin, Muhammadu Buhari a été élu hier à la tête du Nigeria. Le nouveau président hérite de l'épineux dossier sécuritaire concernant notamment la lutte contre le redoutable groupe terroriste Boko Haram. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La formation politique Mapar a déposé auprès de la Haute Cour constitutionnelle une requête pour la déchéance des députés présumés dissidents. Ces députés sont concernés par la procédure. Le bureau national actuel n'est pas conforme au règlement intérieur du parti politique, rétorquent les députés menacés. Zora Koutounjine. Les yeux des observateurs politiques sont de nouveau braqués sur le palais d'Ambouïda. Ces députés, élus sous la bannière du Mapar, font l'objet d'une requête en déchéance. Parmi eux, Raïr Souvloulna Victorine, Ranjena Soulvoulatine et Anchniena Mamiarman. L'identité des autres parlementaires ne sont pas encore dévoilées. Le bureau politique soutient que leur changement de casquette politique n'est pas conforme à l'article 72 de la Constitution. La requête déposée auprès de la Haute Cour constitutionnelle aujourd'hui ne concerne que la première vague, d'après Razanamassou Christine. Justement, nous sommes venus aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour déposer la requête tant attendue, si je peux m'exprimer ainsi, la requête en déchéance des députés Mapar qui se sont déviés ou bien qui ont adopté un comportement contraire à la discipline du regroupement de leur parti. Les députés dissidents de leur côté affirment que la constitution du nouveau bureau permanent n'est pas conforme au règlement intérieur du parti. L'on attend la décision de la Haute Cour constitutionnelle sur le sujet. Les affaires courantes sont en suspens. Les actions de l'État n'ont aucun impact sur la vie quotidienne de la population, ni sur le plan économique, ni sur le plan social, d'après CFAFI, observateur de la vie publique. L'État se cantonne à la mise en place de différentes institutions. Les aboutissements du processus de réconciliation restent encore flous. Reportage. Aucun signal positif de la situation sociopolitique et économique à Madagascar ne rassure les investisseurs étrangers à venir, affirme le CFAFI. Les activités de la première année de la 4e République fonctionnent au ralenti selon les opérateurs étrangers. L'État s'attarde sur des affaires à long terme qui n'ont pas de répercussions directes sur la population. Le sens de la priorité semble absent dans la gestion des affaires courantes. Le processus de la réconciliation est utilisé à des fins politiques par les dirigeants et devient un blocage économique, d'après toujours leur explication. En résumé, l'État actuel n'a aucun cadre légal ni feuille de route claire en un an d'existence. La mise en place des différentes institutions n'est toujours pas menée à bonne fin. Et puis un peintre a été électrocuté accidentellement ce jour. La coupure de l'électricité a affecté tout le réseau de la capitale pendant 2 heures. Un court-circuit lié au fil fournisseur d'électricité dans la capitale est la source de cet accident, explique le responsable de la Jirama. Il n'a par contre donné aucune explication sur le délestage ces 4 dernières semaines. Les plaintes des clients contribuent de pleuvoir sur le service de la Jirama. Coupure totale de l'électricité dans la capitale ce jour. Cette coupure a été la plus longue de l'histoire du délestage, plaint les usagers.
Un court-circuit qui s'est produit sur les fils fournisseurs d'électricité de la capitale a causé cette coupure, explique le responsable de la communication de la Jirama. Une personne a trouvé la mort suite à cette suspension localisée à Boutvoun. Les coupures fréquentes de l'électricité font partie des principales causes de destruction de matériel électrique dans chaque ménage. Ceux qui dépendent en majeure partie de l'électricité souffrent de plus. Si le délestage est à l'origine des frustrations pour le petit peuple, les parlementaires en profitent pour faire une distraction en pleine session parlementaire à Tsimbazaz. Dans l'actualité également, plus de 40 000 habitants de la commune d'Ampitatavk, district d'Intanfout, n'ont pas accès à l'eau potable. L'adduction d'eau potable n'a débuté qu'en 2013. Par ailleurs, la commune ne bénéficie pas encore d'énergie électrique. Le ministère de l'eau et l'Union européenne ont effectué une descente sur terrain hier, ont vu de voir de près la situation. Michael Ramarla. 65% de la population auront accès à l'eau potable cette année. Quant au taux d'accès à l'assainissement, il serait de 57,5% dans tout le pays. Ces objectifs sont inscrits dans le plan national de développement en 2008. Ampitatavk, dans le district d'Intanfout, compte parmi les communes vulnérables en matière d'accès à l'eau potable. 40 000 habitants de la commune n'avaient pas encore accès à l'eau potable il y a 2 ans. Depuis l'installation d'une nouvelle infrastructure, une nette amélioration de la situation a été constatée. L'Union européenne a alloué un financement à hauteur de 748 000 € pour le projet d'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans la commune. La gestion des nouvelles infrastructures d'adduction d'eau pose encore un problème. Sur les recettes mensuelles de 700 000 ariars, 231 000 ariars sont affectés aux charges diverses, d'après le maire de la commune. L'activité des lavandières est lucrative. Les recettes journalières tournent autour de 3 000 ariars et à 5 000 ariars. Puis voilà, avec la hausse du taux de chômage, de nombreuses femmes vivent de cette activité. Aperçu sur ce métier. Il est 12h30 sous le pont d'Apasque. C'est la 3e vague de linge que Tine blanchit. Il y a quelques minutes, elle venait d'étendre tout le linge de 2 ménages. Cela fait des années qu'elle vit de cette activité. Pour le blanchiment de 300 pièces de linge par jour, elle gagne environ 3 000 ariars. Lors des dernières intempéries, les clients s'étaient fait rares selon elle. L'eau du fleuve vire également au rouge, ce qui n'encourageait pas les mères de famille à envoyer laver leur linge ici. Pour la plupart des lavandières, le prix est variable. Il est fixé à 70 ariars pour les vêtements d'adultes, à 50 ariars pour les effets vestimentaires d'enfants et à 200 ariars pour les couvertures. Avec un tel prix, les lavandières utilisant les bassins ont très peu de marge bénéficiaire. Elles doivent en effet amputer le prix du seau d'eau. Avec une consommation de 30 à 50 litres par jour, elles déboursent en moyenne 700 ariars. Dans la capitale, les mères de famille engagent des lavandières pour le blanchiment de leur linge. 5 000 ariars à 10 000 ariars par semaine sont affectés dans ces prestations de services. La grève des inspecteurs du travail se poursuit. Leurs revendications sur leur statut particulier n'a pas jusqu'ici été prise en compte. Après 3 semaines de grève, le ministère semble abonné, absent. Un accord entre le ministère de la fonction publique et les inspecteurs du travail est en cours de finalisation, mais les détails restent inconnus. Et voilà, on passe aux actualités internationales. La corruption dans laquelle est enlisé le Nigeria depuis plusieurs décennies est certes l'un des principaux défis du président Muhammadu Buhari, élu hier à la tête du pays. Mais il y a surtout l'épineux dossier sécuritaire concernant notamment la lutte contre Boko Haram. C'est un reportage de France 24. À Kano, dans le nord du pays, la population est rassurée que le scrutin se soit globalement bien passé. Nous avons beaucoup d'attentes. C'est la première fois que nous avons assisté à une élection comme celle-là. Tout le monde est content. Pourtant, ici, ce mardi, les magasins sont restés fermés. On craint encore des émeutes post-électorales, comme en 2011 lors du dernier scrutin.
Éviter tout débordement, ce sera donc le premier défi du nouveau président. Et de manière plus globale, assurer la sécurité. La sécurité dans un pays où une partie du nord est traversée par la violence de Boko Haram. La secte islamiste, qui a récemment fait allégeance à l'organisation de l'État islamique, a de nouveau frappé ces derniers jours, lançant des raids meurtriers dans les États de Gombe, Bauchi et Borno. Rien que l'année dernière, les victimes de Boko Haram se comptaient en milliers. Nul doute que le nouveau gouvernement devra renforcer sa lutte contre l'organisation terroriste. Dans ce bus de la capitale, les passagers ont également d'autres préoccupations. Moi, je n'ai pas de problème. J'aime mon pays. Il y a seulement la corruption. Je veux qu'elle disparaisse. Autre défi, la situation économique. Car avec la chute des prix du pétrole, 95% des recettes du pays sont menacées. La naira, la monnaie nationale, continue de plonger face au dollar. Les temps s'annoncent donc difficiles pour la première puissance économique d'Afrique. Une puissance où la pauvreté ne cesse de grimper. 70% de la population vit avec moins de 2 $ par jour. 3 millions de personnes dans le nord du Nigeria n'auront pas accès aux besoins alimentaires de base à partir de juillet 2015, sauf s'ils reçoivent une aide humanitaire. Avec plus de 170 millions d'habitants, le Nigeria est aussi le pays le plus peuplé d'Afrique. Un défi en soi. Puis dans le reste de l'actualité aujourd'hui, au moins 37 personnes ont été tuées et 80 blessées dans le bombardement nocturne d'une laiterie de Hodeïda dans l'ouest du Yémen. L'on ne sait si l'usine a été touchée par un raid de la coalition conduite par l'Arabie saoudite ou par des tirs des rebelles chiites Houthis qui tiennent une position très proche. France 24. Les victimes sont en majorité des enfants et des femmes, selon Médecins sans frontières. Ils se trouvaient dans un camp de déplacés au nord-ouest de Sanaa, à proximité d'une base militaire. Le raid aurait visé un camion avec à son bord des rebelles Houthis. Mais pour l'instant, l'armée saoudienne refuse de parler de bavure. Depuis le premier jour, nous faisons tout pour éviter les dommages collatéraux. L'attaque de nos avions était une réponse à des tirs ennemis et on ne peut pas encore confirmer qu'ils ont touché un camp de déplacés. Les frappes se sont poursuivies sur la capitale, Sanaa. Lundi soir, la coalition menée par l'Arabie saoudite a visé 7 entrepôts d'armes. Au sud, Aden, la deuxième ville du pays, est elle aussi le théâtre de combats violents. Tous les Houthis vont mourir à Aden. Ils peuvent s'enfuir n'importe où, mais ils ne peuvent pas rester à Aden. Un peu plus tôt, ces étudiants pro-Houthis ont manifesté dans la capitale. Leur cible, le voisin saoudien. Nous, étudiants, sommes sortis pour protester contre l'intervention belliqueuse américano-saoudienne contre le Yémen. Et disons à tous les pays qui se sont joints à cette intervention que nous vaincrons grâce à notre volonté et grâce à Dieu. Accusé d'aider les rebelles, l'Iran dément et condamne cette opération militaire. Et voilà, l'heure est au rappel des points de ce journal. La formation politique MAPAR a déposé auprès de la Haute Cour constitutionnelle une requête pour la déchéance des députés présumés dissidents. Ces députés sont concernés par la procédure. Un peintre aussi a été électrocuté accidentellement ce jour. La coupure de l'électricité a affecté tout le réseau de la capitale pendant 2 heures. Un court-circuit lié au fil fournisseur d'électricité dans la capitale est la source de cet accident. Et enfin, plus de 40 000 habitants de la commune d'Apitataf, district d'Intanfout, n'ont pas accès à l'eau potable. Le ministère de l'eau et l'Union européenne ont effectué une descente sur terrain hier en vue de voir de près la situation. Voilà pour ce point de l'actualité. Aujourd'hui, nous allons nous quitter sur ces images, ces belles images. Voyez ces fruits. Ne vous donne-t-il pas envie d'en croquer? Moi, personnellement, ça me donne envie. Et puis voilà, c'est à consommer sans modération. Merci à tous de votre attention. On se retrouve demain à partir de 21h15 sur Cool TV, bien évidemment. Au revoir.